et à tous. Nous sommes en novembre à Nantes. Il fait beau, mais vous êtes bien à la conférence de presse du Festival des Trois Continents pour cette 45e édition qui se déroulera à Nantes et dans toute la Loire-Atlantique du 24 novembre au 3 décembre. Le Festival des Trois Continents, dont je vais vous présenter le déroulé de cette conférence de presse. Donc juste après cette petite intervention d'introduction, nous vous présenterons la bande-annonce du festival. Ensuite, je céderai la parole à Anne-Laure Joséphine, présidente de l'association Les Trois Continents, pour l'ouverture officielle de cette cérémonie et le lancement. Jérôme Baron, directeur artistique, à mes côtés, vous présentera les grandes lignes de la programmation et dévoilera les 10 films qui ont été retenus cette année pour la compétition internationale. Ensuite, Anne-Laure Joséphine vous présentera les membres du jury professionnel, du jury jeune et les prix qui sont décernés à l'occasion de cette 45e édition. Et ensuite, je reprendrai la parole pour quelques informations pratiques et complémentaires sur cette 45e édition. Donc, pour commencer, sans attendre, la bande-annonce de cette 45e édition du Festival des Trois Continents. Bonjour, bonsoir. Comment ça va? Comment allez-vous, monsieur? Vous venez d'Afrique? Ah, ça, c'est intéressant. Merci et bonjour à toutes et tous de votre présence. Peut-être se remettre un peu dans le contexte quand même mondial du moment, effectivement, en ces temps contrariés, voilà, qui n'incitent pas toujours à l'optimisme. La 45e édition et cette programmation nous offre deux motifs principaux de réjouissance. La place de l'Afrique et la place des femmes dans cette programmation. L'Afrique en raison de la rétrospective majeure consacrée à la réalisatrice sénégalaise Safi Faye, mais aussi les nombreux films africains présents dans la sélection officielle, et les femmes, car elles seront deux grandes cinéastes à faire l'objet de rétrospective cette année, Safi Faye donc, mais aussi Hanoï, réalisatrice hongkongaise, et elles seront aussi nombreuses en tant que réalisatrices dans la sélection officielle, parmi les membres du jury, et parmi les invités. Découverte, redécouverte, c'est bien l'ADN de notre festival et c'est l'engagement que nous poursuivons, ainsi que le dialogue entre les cultures. Et à nos côtés, pour poursuivre cet engagement, nous tenons à remercier les nombreux partenaires qui nous accompagnent. Au premier chef, les partenaires institutionnels qui nous renouvellent régulièrement leur confiance, la ville de Nantes, Nantes Métropole, le conseil départemental de Loire-Atlantique, la région des Pays de la Loire, la DRAC et le CNC, mais aussi les partenaires privés, toujours plus nombreux à nos côtés, pour permettre l'accès au plus grand nombre du cinéma des Trois Continents. BNP Paribas, la Banque du Cinéma, la Fondation Orange, la Fondation Le Damier du groupe Brémond, César, groupe Aventim, Magma Food Hall du groupe Chessé, Berger-Levrault et l'Union mutualiste retraite. Et puis enfin, sans oublier nos partenaires médias qui jouent un rôle essentiel dans la diffusion de cette programmation et de cette 45e édition. l'INA, les cahiers du cinéma, la revue Positif, WIC, Revue et Corrigée, Café Prod, les radios Prune et France Bleu et France 3 Pays de la Loire. Sans plus attendre, je laisse du coup Jérôme Baron nous présenter la sélection officielle et la compétition internationale. Anne-Laure disait, on a une sélection officielle cette année assez riche, 23 films au total, donc 10 en compétition et 13 seront présentés en séance spéciale. Parmi les 10 films de la compétition, on peut souligner le retour de quelques cinéastes avec lesquels
par des biais différents, on a déjà été en relation à travers la programmation. Pedro Speroni, dont on avait montré hors compétition le précédent film, dont The Bilbao, c'est la suite, donc un documentaire argentin. Zhang Lu, le cinéaste chinois, qui était déjà en compétition à Nantes il y a désormais une dizaine d'années et qui revient cette année avec un film qui s'appelle The Shadowless Tower. Cyrielle Rengu, avec Le Spectre de Boko Haram, qui est son premier long métrage, mais qui l'année dernière était parmi les projets sélectionnés à produire au sud à Nantes, un documentaire donc camerounais. Et plus indirectement Mirlan Abdikalikov avec Bride Kidnapping, donc un film du Kyrgyzstan qui avait été sélectionné au festival en officiel il y a quelques années, qui a fait l'ouverture du festival au Grand T. Un équilibre assez net entre documentaire et fiction dans cette sélection. Certains films d'ailleurs potentiellement à une certaine forme de confusion ou de brouillage des repères concernant leur identité documentaire ou fiction. On ouvrira au Théâtre Gralin avec un film japonais, Eman de Kei Ishikawa, et la clôture qui aura lieu au Stéréolux sera un dernier hommage que nous rendrons au cours de cette édition à Safi Faye, avec la projection de Selby, qui sera accompagnée par une création sonore et musicale. Anne-Laure a souligné la place des femmes, particulièrement dans cette édition. Bon, ça détermine pas forcément l'orientation du travail de sélection qu'on fait. Il se trouve que cette année, les films qu'elles nous ont proposés, ces réalisatrices, ont retenu notre attention. Soukiki et Cyrielle Rengu notamment en compétition, et puis elles sont plus nombreuses encore dans les séances spéciales, puisqu'on pourra voir un premier long métrage burkinabé, Al-Jannat, paradis originel, de Chloé Chaboro. On pourra voir un premier film de fiction mongol qui s'appelle en français Un jeune chaman, de Lagbadoulam pour Evoshir. Le premier long métrage documentaire primé à Cannes en avant-première, La mère de tous les mensonges d'Asmaï El Moudir. Et je pense que c'est tout pour les femmes en sélection officielle, mais c'est déjà significatif puisque cette année, sur les 89 films qu'on va montrer, incluant les rétrospectives, 23 films ont été réalisés par des femmes cinéastes. Là encore, en séance spéciale, on notera une répartition assez équilibrée entre documentaire et fiction parmi les choix qui ont été les nôtres. Et puis aussi une place importante de l'Afrique, puisqu'en dehors du spectre de Boko Haram de Cyrielle Rengu en compétition, ces films sont au nombre de 5 en sélection officielle hors compétition, ce qui est pour nous un peu inédit, puisque on l'a souvent signalé, à défaut d'une pénurie, le ratio, parmi les films qu'on reçoit, le ratio de films africains est beaucoup plus faible que pour d'autres régions du monde. Ça représente à peu près 7% des 1000 films qu'on a visionnés cette année, ou des plus de 1000 films qu'on a visionnés cette année. Donc effectivement, on se félicite de la qualité des films qu'on a pu voir en provenance d'Afrique cette année, ce qui fait qu'automatiquement ils sont versés à cette sélection officielle. Safi Faye, pour le premier hommage qu'on lui rend. À l'origine, ça devait pas être un hommage, c'était plutôt une rétrospective, parce que au mois de janvier, j'avais commencé à lui écrire une lettre. J'ai mis un peu de temps à lui envoyer parce que j'étais pas satisfait de la première version. Et le jour où j'ai fini la lettre, j'ai appris son décès. Et donc, cette rétrospective a mué en hommage. Et par ailleurs, on s'est effectivement confronté, comme ça nous est parfois arrivé concernant des rétrospectives ou des projets de programmation concernant des œuvres du cinéma africain, à la difficulté de trouver des copies, de rassembler les pièces du puzzle. Donc, c'est un état à peu près objectif, là, cette programmation, de ce qui nous a été
possible de repérer, indépendamment de nouvelles sources qu'on a levées et qu'on n'a pas eu le temps dans les délais de préparation du festival de finir d'explorer. Mais on a fait un travail de recensement qui, à mon avis, sera assez précieux pour potentiellement, ou en tout cas on l'espère, pour l'avenir de la valorisation et de la visibilité de l'œuvre de Safi Faye. Cinéaste formé en France, mais resté très lié, profondément lié à sa terre d'origine, le Sénégal, et plus particulièrement à sa culture sérère, qui traverse très régulièrement dans une forme d'aller-retour comme ça de ses films jusqu'au dernier, Mossane, un film de fiction, et d'une certaine manière le film qu'elle qualifiait elle-même de son seul film de fiction dans son œuvre. Donc ce sera probablement une découverte pour beaucoup d'entre nous, que l'œuvre de Safi Faye, qui malgré tout, indépendamment de la place prépondérante qu'elle occupait en tant que pionnière et fer de lance au féminin du cinéma africain, est une œuvre qui a toujours manqué de visibilité. On rencontrait exactement la même situation autour de Radicilla il y a quelques années, dont on avait présenté la totalité des films, et je crois que pour beaucoup ce sera une découverte importante que celle de Safi Faye. La semaine se clôturera autour de cette programmation avec une rencontre dans un cadre un peu particulier, puisqu'en 2011, elle a donné une leçon de cinéma au Festival du film de Créteil, et que cette leçon de cinéma a été filmée, donc on la projettera. Safi Faye sera pas là, mais on entendra sa parole, et sa parole incarnée durant cette leçon de cinéma, et Jackie Buette sera avec nous pour accompagner, présenter cette séance et parler de sa relation durable avec Safi Faye. L'autre rétrospective importante consacrée à une femme cinéaste cette année concerne Anne Hoy. Alors c'était déjà dans les tuyaux l'année dernière, pour être plus clair, le travail avait déjà été un tout petit peu engagé, et puis l'opportunité exceptionnelle de pouvoir présenter, parce que ça y est, c'était possible enfin, l'œuvre de Mike de Leon a fait qu'on a différé à cette année la rétrospective des films de Hanoï, sur lequel il y avait aussi un énorme travail de repérage et de localisation des copies à faire, alors moins compliqué que celui de Safi Faye, mais confronté à d'autres difficultés, notamment, j'en ai beaucoup parlé avec un de nos partenaires sur cette rétrospective, le Hong Kong Trade Office de Bruxelles, qui nous soutient régulièrement sur des programmations hongkongaises, des négociations qui sont souvent très difficiles avec les ayants droit hongkongais pour pouvoir montrer les films. Ouais, tu veux présenter le jury ? Oui, bah voilà, on va pouvoir traverser l'œuvre de Hanoï depuis quasiment ses origines, c'est-à-dire le tournant des années 80, puisqu'après avoir travaillé pour la télévision, elle a tourné son premier film de fiction pour le cinéma en 79, et c'est pas une date anecdotique, 79, puisque c'est souvent l'année qui est considérée comme le point de démarrage du renouveau du cinéma hongkongais, avec tous ces cinéastes auxquels on a souvent ou déjà rendu hommage, de Johnny To à Tsui Hark récemment, ou John Woo, ou un peu plus tard dans le temps Wong Kar-wai et autres. Et finalement, Hanoï, quand on regarde bien la chronologie, elle était vraiment le point de départ. Pourquoi est-elle passée plutôt sous les radars? Alors il y a plein de choses qui l'expliquent, notamment la nature de l'œuvre elle-même, puisque indépendamment du fait qu'Anon ait tourné des films de genre, et elle les a aussi tournés de manière très particulière, c'est-à-dire à sa façon. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui est assez avare dans sa parole et dans l'envie de parler de son travail, contrairement à ses confrères masculins qui, eux, en dehors d'envoyer beaucoup d'images et beaucoup de puissance à l'écran, ont aussi beaucoup été amenés à commenter, à accompagner leur œuvre. Hanoï est peut-être à défaut d'être discrète, souvent la première critique, une critique assez sévère de son travail. On reprendra la programmation thématique juste après la présentation du jury, qui cette année est composé de quatre membres qui représentent les différents métiers du cinéma. La première d'entre elles, c'est Agnès Godard, directrice de la photographie,
qui a accompagné des grands noms du cinéma, tels que Agnès Varda, Claude Berry, Noémie Lovski, mais surtout la plupart des films de Claire Denis, ainsi que ceux de Catherine Corsini. En 2001, elle obtient le César de la meilleure photographie pour Beau travail de Claire Denis. Et pour ceux qui s'en souviennent, en 2009, le prix Lumière de la meilleure photographie pour Homme de Ursula Meyer. La deuxième membre du jury, c'est Laurence Lascari, productrice au sein de sa société de l'autre côté du périph', d'une quarantaine de courts-métrages, 5 documentaires, 2 longs-métrages, dont le film populaire L'Ascension, qui a réuni plus d'1 million d'entrées, et son dernier long-métrage, À la belle étoile, est sorti en février 2023. La troisième membre du jury est Chloé Maslow, qui est une réalisatrice de courts et longs métrages, notamment de films d'animation pour lesquels elle a eu un César en 2015 pour Les Petits Cailloux, ainsi que le prix du meilleur film français en 2020 pour le film Sous le ciel d'Alice. Et enfin, la quatrième personne qui composera ce jury, c'est le DJ, compositeur, producteur et réalisateur Parawan, qui a produit notamment des groupes tels que Birdie Nam Nam, mais qui a aussi composé l'ensemble des films de la réalisatrice Céline Sciamma. Il est également réalisateur et producteur de nombreux courts-métrages. Le jury décernera non pas 2 prix cette année, mais 3. Tout d'abord la Montgolfière d'or dotée par la ville de Nantes, la Montgolfière d'argent dotée par le Conseil départemental de Loire-Atlantique, et un nouveau prix qui est le prix d'aide à la distribution doté par César Groupe Avantime. Nous serons aussi accompagnés d'un jury jeune comme chaque année, composé de 5 jeunes âgés de 17 à 24 ans, Mamadou Savane, Prune Lelanne, Louise Guibert, Hugo Laurin et Léa Ergoun. Le jury décernera le prix du jury jeune doté par Le Damier, fondation du groupe Bremont. Le traditionnel prix qui sera également décerné cette année est évidemment le prix du public, décerné par le vote du public, doté par Magma Food Hall. L'ensemble de ces prix sera remis, comme l'évoquait Jérôme, lors de la cérémonie de palmarès qui aura lieu à Stéréolux le 3 décembre à 19h. Et je pense que nous pouvons, si je n'ai rien oublié, reprendre le déroulé de la programmation thématique. Bon, une des parts importantes de ces programmes rétrospectifs cette année, vous savez qu'on a une vocation très forte à essayer de retraverser l'histoire du cinéma ou de la relire. Et parmi les cinématographies asiatiques, peut-être les plus secrètes encore, on trouve le Vietnam. Or, le Vietnam n'est pas du tout un pays, je dirais, marginal en termes de production cinématographique, et même aujourd'hui une actualité très forte du cinéma au Vietnam. Ces dernières années, en tout cas pour les 2 dernières, au marché intérieur, des films vietnamiens récents rivalisent en termes de billetterie avec les films américains. Et assez rare pour être signalé en Asie, on est vraiment à part égale à une répartition de 50-50 entre les grosses machines américaines et des productions cinéma, des productions vietnamiennes destinées au grand public. La période qui concerne cette petite anthologie du cinéma vietnamien qu'on proposera est finalement une sorte de miroir tendu à l'image que nous tous on a indirectement du Vietnam au cinéma, à savoir telle que nous a offerte et de manière écrasante le cinéma américain tourné entre le milieu des années 70 et la fin des années 90, quoi. Comme si du pays, c'était pendant quasiment 2 décennies les seules images qu'on avait eues, à savoir la manière dont l'Amérique avait géré, à la fois dans un imaginaire propre à cette guerre, mais peut-être plus large de relecture de l'histoire américaine, la nature de ce trauma, de la défaite et de ses conséquences dans la société américaine. Et ben, les films qu'on va montrer sont d'une certaine manière un peu les contre-champs du côté du cinéma vietnamien, sur la même période, avec un choix, vous allez voir, très particulier, sachant que le cinéma vietnamien a longtemps été un cinéma d'État,
et exclusivement d'État, jusqu'au moins en 1986, au moment des premières grandes réformes du Doi Moi, qui ont ouvert non seulement des pans entiers de l'économie, mais celle du cinéma aussi à l'initiative privée. Donc, quelques films témoignent de cet après Doi Moi, non seulement en termes de sujets, mais aussi en termes de nature ou de diversité de production, tel que le programme pourra permettre d'y accéder. Donc, 19 films au total, dont un très contemporain qu'on a ajouté au dernier moment. Il est de 2022 et que ce film est un film qui n'a pas été réalisé par un cinéaste vietnamien, mais par une réalisatrice plasticienne anglaise, à partir d'images que vous aurez vues précédemment dans la rétrospective, puisque beaucoup proviennent des films, et c'est un accident heureux, que vous allez voir, notamment parce que les archives vietnamiennes, celles du Vietnam Film Institute, permettent un accès quasiment à la totalité des films réalisés entre les années 50 et jusqu'au milieu des années 80. Il y a un travail d'archivage, de préservation exemplaire au Vietnam du patrimoine cinématographique. Il faut le souligner, c'est pas le cas partout. Et là, en l'occurrence, le VFI nous a apporté un concours très précieux à l'élaboration de cette rétrospective, en numérisant y compris un certain nombre de films pour qu'ils puissent être projetés à Nantes dans de bonnes conditions. Le dernier point de ce programme, ou l'avant-dernier plus exactement, est un hommage rendu à un acteur, lui, bien vivant, et plus que vivant, puisque c'est quasiment un mythe dans son pays. Bon, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de voyager en Inde, y compris très récemment, mais il est très difficile de faire 500 mètres dans la rue en Inde sans voir un portrait de cet acteur, en l'occurrence Amitabh Bachchan, et probablement qui a été désigné par le Times au tournant des années 2000 comme star du millénaire. Il n'y a aucun équivalent en termes de popularité, de culte dans l'histoire du cinéma. Et je ne parle pas du cinéma indien, je parle de l'histoire du cinéma tout court, qui correspond de près ou de loin à ce que Bachchan incarne au cinéma. C'est plus de 200 films dans sa filmographie. Là, on en montrera 9, et des films précisément du début de la carrière de Bachchan, de 1973 au tournant des années 80. Des films qui ont établi cette place particulière que Bachchan occupe dans l'histoire du cinéma indien. Il y a même des anecdotes. Alors, le film n'est pas dans la programmation, mais autour de Cooley, par exemple, qui s'est blessé sur le tournage, mais il s'est grièvement blessé sur le tournage, et l'inquiétude du public pour son état de santé a eu pour conséquence qu'un camp absolument géant s'installe devant sa maison pour prendre de ses nouvelles tous les jours. On n'a pas beaucoup ce genre de cas de figure ici. On présentera 9 films. Sa fille, Shweta Bachchan, nous fera le plaisir de venir à Nantes et de parler de la carrière de son père. Et notamment, elle tenait plus particulièrement à présenter un film à son arrivée, Agyeman, un film important puisque dans ce film, où Bachchan joue le rôle d'un chanteur, dépassé par sa femme dont le talent est plus grand que lui, Jaya Bhadouri, se sont mariés pendant le tournage, et Shweta est donc née de ce mariage. Donc il y a un espèce d'événement fondateur et très affectif pour elle autour de ce film, qui sera aussi un point de départ. Il se trouve que je parlais précédemment de la découverte tardive d'un film intégrant des archives vietnamiennes dont les films sont présentés en rétrospective. Bon, cette année, on fait beaucoup de plis entre la leçon de cinéma de Safi Phai, de films vietnamiens, puisque un Français fasciné ou passionné par l'image de Bachchan au cinéma, Cédric Dupire, a réalisé cette année un film qui s'appelle The Real Superstar, qui est un documentaire sans aucun commentaire et qui utilise le son brut des films et qui remonte un nombre d'extraits astronomiques de Bachchan pour en écrire sans aucun commentaire, je le rappelle, la légende de Bachchan à l'écran. C'est un film absolument fascinant, qui sera présenté en première mondiale et que Shweta Bachchan découvrira en même temps que nous ici à Nantes. Voilà. Bon, parmi les films de la rétrospective, il y en a quelques-uns qui sont emblématiques. Je ne vais pas faire la publicité de Cholet,
qui est probablement un des films les plus vus au monde depuis sa sortie en 1975. On a passé le milliard de spectateurs pour Cholet. Le film a été exploité à un moment de sa sortie pendant 10 ans de manière sans interruption. Donc quelques moments cultes autour de Bachchan et de sa place à l'écran. Puis un dernier programme est celui par lequel on ouvre la porte du festival aux plus jeunes spectateurs et notamment aux collégiens et aux lycéens. On a intitulé Les méandres du temps, puisque chaque année on choisit une thématique comme ça qui permet de rapprocher des films très différents les uns des autres et de donner la possibilité aux élèves d'appréhender des manifestations, en tout cas des esthétiques de cinéma qui sont rapprochées les unes des autres de manière plus ou moins directe par ce thème. Et cette année, le thème qu'on a choisi, c'est celui du temps, de la mémoire et des souvenirs et de l'oubli, bien évidemment. Donc 8 films seront plus particulièrement destinés aux collégiens dans cette programmation, auxquels on a ajouté 3 films récents, 3 films latino-américains qui viennent compléter l'offre finalement assez large de films latino-américains entre la compétition, la sélection officielle et ce programme Méandre du temps. La Bonga, un film colombien, Mixtape La Pampa de Andrés Ditela, qui est un film argentin, et enfin un film important dans le cadre de l'histoire aussi des archives d'une certaine manière, qui est Le procès de Ulises de la Orden, puisqu'il s'agit d'un film qui monte de façon sélective et organisée les images du procès des généraux impliqués dans la dictature et les crimes de la dictature argentine. Richard Coppens, qui a coproduit le film depuis la France avec les films d'ici, sera ici pour accompagner le film dans une séance au début de la semaine. Voilà. Et puis évidemment, Premier pas vers les 3 continents, qui est là une programmation qu'on destine plus particulièrement encore à un public plus jeune encore, à savoir les élèves de maternelle à CM2. Donc 89 films au total, avec un spectre très large de propositions cinématographiques en termes d'esthétique, qui permettront probablement à chacun de trouver des motifs de réjouissance et de surprise dans cette programmation. Merci Jérôme. L'association Les 3 continents, c'est le festival des 3 continents au mois de novembre et un peu en décembre cette année. Mais c'est aussi, ça a été évoqué, les ateliers de formation professionnelle Produire au Sud. Je salue Lucas Taillefer, le responsable des ateliers Produire au Sud, qui actuellement est à Taïwan pour un atelier, qui était en Inde la semaine dernière, mais qui sera bien à Nantes pour l'atelier Produire au Sud de cette 45e édition. Les ateliers Produire au Sud, pour rappel, sont une formation professionnelle destinée à des binômes, réalisateurs, réalisatrices, producteurs, productrices, qui sont sélectionnés sur leur projet et qui sont formés durant une semaine aux enjeux de la coproduction internationale pour les aider à faire aboutir leur projet de long métrage. Donc cette année, nous aurons le plaisir, vous les voyez ici à l'écran, d'accueillir des binômes qui nous viennent de Turquie, du Brésil, de Birmanie, des Philippines, du Sri Lanka et d'Afrique du Sud. Donc ils seront à Nantes pendant 10 jours pour bénéficier de l'expertise de nos intervenants professionnels. Donc voilà pour Produire au Sud. Le festival, en résumé, des films dans les salles de cinéma, mais il y a aussi de nombreux temps forts en dehors, à côté, notamment ici à l'espace Cosmopolis, qui nous accueille pour cette conférence de presse, mais qui nous accueille aussi pendant tout le festival, où on y installe notre billetterie centrale, notre service de bar, de restauration. Nous y organisons des soirées musicales avec des DJ sets autour des musiques des 3 continents, tout en entrée libre. Nous organisons également des rencontres professionnelles qui dérouleront le jeudi 30 novembre ici à l'espace Cosmopolis, en partenariat avec l'INA et la plateforme Le Pôle audiovisuel et cinéma des Pays de la Loire. Donc voilà, l'espace Cosmopolis, je remercie toute l'équipe et sa directrice Carole Heureux qui nous accueille. C'est le lieu de vie du festival. Vous pouvez y rencontrer des gens de l'équipe,
les artistes qui sont invités, les participants de Produire au Sud. C'est vraiment le lieu où vous pouvez rencontrer, échanger avec tous les festivaliers et toutes les personnes qui gravitent autour du festival. Donc n'hésitez pas pendant ces 10 jours à passer entre 2 séances avant ou après à l'espace Cosmopolis. Il s'y passera toujours quelque chose. En résumé, avant de passer à la traditionnelle séance de questions, juste quelques rappels ou résumés. Il y a des éléments qui ont été dits ou montrés dans la bande-annonce. Donc le Festival des 3 continents du 24 novembre au 3 décembre, 90 films, 240 séances, à partir de 3 € et à partir de 3 ans avec les films de premier pas vers les 3 continents. Une information pratique, actuellement la billetterie en ligne est ouverte déjà depuis 3 semaines, est accessible à partir de la page d'accueil de notre site internet 3continents.com. Nous avons une promotion sur les passes festivals qui est valable jusqu'à dimanche soir. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez acheter un pass festival, vous avez jusqu'à dimanche pour bénéficier du tarif promotionnel à 70 € au lieu de 85 €. Petite nouveauté cette année, dans un souci d'écologie, nous avons décidé de proposer le catalogue du festival à la vente uniquement en précommande, c'est-à-dire que nous n'imprimerons uniquement les exemplaires qui auront été précommandés. Donc vous avez jusqu'à dimanche soir pour précommander votre exemplaire papier du catalogue du festival de cette 45e édition. Et si c'est pas le cas, le catalogue sera bien sûr disponible en ligne comme c'était déjà le cas l'année dernière. Juste information complémentaire, ça a été évoqué mais pas aussi précisément. Donc le festival c'est à Nantes, mais c'est aussi dans tout le département de Loire-Atlantique cette année. En plus de Nantes, il y a 12 communes de Loire-Atlantique qui accueillent des séances du festival. Donc c'est la première fois qu'on est sur autant de communes du département cette année. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, c'était 5. Voilà. Donc voilà, on est dans une dynamique aussi, voilà, le Covid est derrière nous, il n'y a plus de passe sanitaire, il n'y a plus ce genre d'enjeux, de sujets, et il y a une dynamique nouvelle qui s'installe avec les salles associatives du département, et donc on est très contents, très fiers, et du coup on remercie toutes les communes et tous les cinémas associatifs du réseau Scala qui sont partenaires de cette édition, et également, il y aura une reprise, comme l'année dernière, au mois de janvier, des 10 films de la compétition internationale à Paris, au cinéma L'Arlequin, dans le 6e arrondissement. Cette reprise de la compétition se fera du 17 au 21 janvier, à Paris, 6e arrondissement. Et merci à toutes et à tous. À tout de suite, ou au 24 novembre. Très bonne journée. Merci.